Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Charlotte Monneret, déléguée générale d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Alors bienvenue pour ce 50e numéro du podcast, un podcast 100% EdTech et 100% innovation. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial qui traverse l'Atlantique, car j'ai l'honneur d'avoir au micro Julie Pigeon, qui est directrice générale de l'Association québécoise pour la EdTech, EdTech avec un Q à la fin, qui nous parle en direct de Montréal. Bonjour Julie. Bonjour Anne-Charlotte, merci d'abord pour cette très chouette invitation. Très heureuse de pouvoir m'entretenir avec toi et te parler de notre bel écosystème québécois de technologie éducative. Et oui, EdTech avec un Q à la fin désigne l'Association des entreprises pour le développement des technologies éducatives au Québec. Génial. Donc Julie, en clair, tu es mon équivalente pour le Québec et je suis absolument ravie de t'avoir au micro pour que tu nous expliques comment fonctionne l'écosystème de ton côté de l'Atlantique. Et c'est vrai que EdTech, donc avec un Q, a été créé en 2017 et était devenue en quelques années la première communauté entrepreneuriale en éducation numérique du Québec. Et je suis vraiment hyper contente qu'on se parle. Et en premier lieu, comme j'ai déjà eu la chance d'échanger avec toi, mais pas nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours personnel et comment tu en es arrivé à la EdTech? Parce qu'on sait au sein de ce podcast que toute personne a un passif avec l'éducation en général pour se lancer dans ce genre de sujet. Et tu as pris donc ce poste de DG en plus il y a quelques mois, mais tu travaillais déjà au sein de l'association, si je dis pas de bêtises, donc je te laisse nous expliquer tout ça. Oui, en fait, exactement. C'est exactement ça. Pour répondre, je suis en poste à la direction générale depuis le mois de juin. En fait, mon parcours professionnel est plutôt varié. J'ai été plusieurs années en affaires à la tête d'une entreprise d'embouteillage de vin dans une compagnie cofondée avec le père de mes filles. Suite à notre séparation, à l'aube de mes 40 ans, j'ai pris un moment de recul pour réfléchir à ce qui ferait du sens pour moi pour la suite de ma carrière. Je me suis donc réorientée comme responsable du développement des affaires dans une entreprise EdTech. Je dois dire qu'auparavant, j'ai été enseignante, effectivement, quelques années en francisation. L'éducation me passionne, bien sûr. Je crois que c'est le fondement de nos sociétés. Et j'aime particulièrement l'innovation et les gens qui ont le courage de concrétiser leurs idées et de démarrer un projet d'affaires. Je trouve ça extrêmement stimulant. Le choix de me rediriger en EdTech s'est un peu imposé de lui-même. Ça touchait à des domaines de grand intérêt pour moi. Bref, lorsque le poste de DG s'est ouvert au printemps dernier, j'étais déjà à l'emploi d'EdTech, effectivement, depuis quelques mois et je dois dire que j'ai eu un véritable coup de cœur dès mon arrivée pour cette communauté brillante, passionnée et dont l'engagement envers l'éducation est sincère et vrai. Ah, c'est génial. Et c'est toujours une richesse d'avoir des personnes qui ont des parcours professionnels différents et riches comme le tien. Donc tu as pris donc la direction du réseau québécois. Tu vis à Montréal, si c'est bien ça. Hein, pas à Québec City, mais à Montréal. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que l'association EdTech aujourd'hui, qui vous fédérez, quelle est votre mission? Parce que c'est pas exactement pareil que notre réseau en France. Donc on est très preneur d'un petit panorama de qu'est-ce que c'est que EdTech. EdTech, à ce jour, c'est environ une centaine d'organisations, soit environ quand même 85% de la filière EdTech québécoise. Hein, si on garde toute proportion gardée, bien sûr, il y a plus de joueurs de votre côté, mais ça, on rattache le tout au nombre de populations. On peut dire que c'est un secteur très dynamique. On compte des entreprises, bien entendu, parmi nos membres, mais également des organismes à but non lucratif qui œuvrent en numérique et en éducation. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil ici. Hein, en France, on entend souvent le terme digital, hein, et oui. Nous, on aime bien franciser les mots au Québec, alors on y va vraiment avec l'appellation numérique. Digital, bien sûr, on va comprendre ce dont vous parlez, mais pour nous, théoriquement, ça réfère aux doigts. Alors, vous allez m'entendre plutôt y aller avec le numérique pour la suite des choses. Donc,
Chez EdTech, bien, je dirais un peu avec notre mission, ce qui nous anime. Bien sûr, on est convaincu que le numérique est une source d'innovation et d'impact pour le milieu éducatif. On valorise le travail collaboratif, la mise en commun des énergies, des ressources, des talents. Le but ultime, évidemment, c'est d'améliorer l'apprentissage et la réussite éducative. Notre mission officielle, c'est d'être un acteur incontournable du mouvement des technologies éducatives au Québec, mais aussi à l'international. On veut faire rayonner le travail de nos membres et on souhaite accélérer la transformation numérique de l'éducation, mais je dirais, on souhaite accompagner l'éducation dans le virage numérique qui est inévitable, disons-le. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fédère les acteurs de l'éducation numérique dans une communauté. Ça fait un beau réseau d'affaires pour échanger, pour grandir. On accompagne, comme je le disais juste avant, et on souhaite inspirer les enseignants et les professionnels de l'éducation, les organisations et les familles aussi qui sont de plus en plus conscientisées par le numérique, encore plus depuis la fameuse pandémie. Enfin, on représente l'écosystème auprès des instances publiques et privées du Québec, mais aussi à l'international. Et j'avais envie de terminer cette petite présentation avec les valeurs qui nous animent chez EdTech parce que je les trouve inspirantes. Donc, la collaboration, l'enthousiasme, l'esprit entrepreneurial, l'engagement et l'audace. Génial, j'adore le dernier, l'audace, et c'est vrai que en cette période post-Covid, ou toujours d'ailleurs en plein Covid, l'audace est importante pour ne pas s'arrêter d'avancer. Donc merci beaucoup pour ce panorama de ce que vous faites et de ce pourquoi vous existez. Et j'avais une micro-question, Julie, est-ce que du coup tous vos membres sont forcément des acteurs québécois, ou ça peut être aussi des acteurs internationaux qui sont simplement basés au Québec? Par exemple, s'il y a une entreprise française qui arrive au Québec et qui a du coup un bureau au Québec, est-ce qu'elle peut rejoindre l'association EdTech ou est-ce que c'est que pour les acteurs québécois? En fait, oui, c'est un de nos critères, c'est que l'entreprise ou l'organisation ait un numéro d'entreprise du Québec, mais effectivement, ça peut être une entreprise française qui décide d'ouvrir un siège social à Montréal, qui matricule l'entreprise pour faire des affaires ici. Oui, sans problème, ça fonctionne. Génial, parce qu'on sait que le Québec et le Canada francophone est une région privilégiée aussi pour les entrepreneurs français, donc c'est pour ça que je te posais la question. Tu parlais à un moment donné dans votre mission, et d'ailleurs c'est aussi notre cas au sein d'EdTech France, la représentation auprès des pouvoirs publics, auprès des différents ministères, et du coup j'imagine auprès du ministère de l'Éducation nationale, pour toi, enfin ton équivalent en tout cas. Est-ce que tu peux nous détailler un peu quels sont tes liens avec eux, et peut-être comment ça a évolué depuis la crise du Covid, parce que nous, on sait qu'en France, les rapports se sont vraiment resserrés post-Covid, parce que le numérique est devenu une priorité en France. Est-ce que pour toi aussi, le rapport a changé au sein du gouvernement? Comment est-ce que tu perçois en fait la situation avec ton point de vue de 360 degrés au sein de EdTech? C'est une bonne question. Si je recule un peu dans le temps, je dirais qu'en 2018, le gouvernement québécois lançait le plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur. C'est un plan qui s'appuie sur 3 orientations de la politique de la réussite éducative qui vise notamment à mieux intégrer les compétences du 21e siècle. Donc, principalement, les objectifs globaux du plan d'action numérique québécois sont de soutenir le développement des compétences numériques chez les jeunes et les adultes, exploiter le numérique comme vecteur de valeur ajoutée dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Et finalement, il souhaitait créer un environnement propice au déploiement du numérique dans l'ensemble du système éducatif. Au moment du lancement du plan d'action numérique, EdTech soufflait sa première bougie. Nous avons donc bénéficié d'une mesure d'aide financière visant à supporter le lancement et le fonctionnement d'EdTech. Récemment, on a lancé aussi une étude sur le secteur québécois des technologies éducatives. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants, je présume. Et on a bénéficié aussi d'un financement à ce moment-là du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Je pense que c'est une approche aussi intéressante de travailler en collaboration aussi avec le ministère de l'Économie qui met beaucoup d'emphase sur le virage numérique des entreprises et l'innovation. Donc, c'est un partenaire aussi intéressant pour nous. Il en demeure pas moins que, on fait face à des enjeux
sans doute similaire, j'ai envie de dire que le financement, ça demeure un enjeu sur lequel on doit s'adapter en tant qu'organisme à but non lucratif. On travaille actuellement sur le montage de certains projets qu'on souhaite innovants pour l'éducation, qui vont permettre un meilleur maillage et une plus grande visibilité des ressources éducatives québécoises au sein de notre propre système d'éducation. En cela, oui, je collabore avec le ministère de l'Éducation pour qu'on puisse améliorer cet aspect-là, parce que c'est un enjeu, la visibilité de ce qui se fait ici vis-à-vis nos utilisateurs qui sont les enseignants. Donc, pour ce faire, on travaille en collaboration et en co-développement à l'heure actuelle. Je fais plusieurs rencontres intéressantes avec des partenaires du milieu pour qu'à nouveau, on puisse mettre les ressources en commun puis travailler mieux et aller plus loin et dans le même sens même, je dirais. Cela dit, on est toujours à la recherche de partenaires financiers, entreprises, fondations, pour que le numérique en éducation constitue une valeur ajoutée. Et t'as tout à fait raison, on a les mêmes enjeux en fait, parce que ce qui pêche souvent, c'est la lisibilité de l'offre pour les acheteurs qui sont en France les collectivités, connaître en fait tout ce qui existe en termes de ressources numériques, sélectionner, les acheter de manière simplifiée. Nous on milite beaucoup là-dessus et j'imagine que toi aussi tu travailles sur comment rendre lisible et audible pour tes membres les circuits d'achat et pour faire des propositions au gouvernement pour que ça se simplifie. Et après il y a tout l'enjeu de la formation des enseignants que tu as évoqué et de la culturation des parents. Donc c'est vrai que c'est toujours les mêmes piliers qu'on retrouve des deux côtés de l'Atlantique. Et en effet, l'étude dont tu parles et dans laquelle on va creuser un peu plus par la suite revient sur ces piliers et sur à quel point ils sont liés en fait pour que le numérique soit une réussite pour tous. Donc c'est hyper intéressant ce que tu racontais et notamment ton lien vis-à-vis du ministère de l'économie et de l'innovation. C'est en effet extrêmement pertinent. Nous on est assez proche aussi du ministère du travail parce que le numérique, évidemment, c'est important à l'école, mais c'est aussi important pour toutes les compétences tout au long de la vie. Donc je trouve que c'est vraiment génial que tu arrives à entretenir ces liens-là. Et d'ailleurs, d'un point de vue très pragmatique, tu parlais donc du plan d'action numérique et d'un premier financement. Au-delà de cette contribution avec les pouvoirs publics, en termes de financement, comment est-ce que l'association elle tourne? Tu as aussi les cotisations des membres, c'est ça? C'est des financements qui sont privés? Oui, les financements privés, même on va essayer de se tourner vers un modèle où il y aura de plus en plus d'autofinancement pour acquérir davantage d'autonomie. La façon dont ça fonctionne ici aussi au Québec, on peut déposer des projets qui peuvent être mobilisants pour le milieu, des projets qui peuvent recevoir aussi des financements. Donc, on est en train de regarder à des projets qui pourraient, comme je l'ai dit, accélérer le maillage, faciliter le maillage même entre les utilisateurs des technologies éducatives et bien sûr le réseau EdTech, là. Et en termes de localisation de tes membres, je te l'avais pas demandé tout à l'heure, mais est-ce que, parce que nous en France on a 50% de nos membres qui sont à Paris, donc c'est très concentré, et c'est un enjeu aussi que de l'association EdTech France que d'aider au développement des entreprises en région. Est-ce que toi c'est équitable entre Montréal et Québec? Est-ce qu'il y a d'autres pôles économiques? Est-ce que tout est à Montréal? Comment ça se répartit un peu sur le territoire québécois? Je dirais qu'on a quand même des entreprises en région. Cependant, vraiment, la majeure concentration, un peu comme vous, c'est à Montréal. Mais on a un pôle très intéressant aussi à Québec où il y a plusieurs initiatives en technologie, en numérique et en accélérateur aussi de jeunes entreprises qui sont déployées là-bas. Donc, les deux pôles principaux seraient vraiment Montréal et Québec, bien sûr, la ville de Québec. Ouais. Super. Et on parlait un petit peu du Covid. Je vais te poser une question sur justement ce que ça a pu changer en termes de perception des EdTech, à la fois dans les familles, mais aussi chez les enseignants, chez les étudiants, dans les entreprises, parce que c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses en France. Est-ce que au Québec aussi, tu trouves que le regard sur les EdTech a changé? Est-ce que d'ailleurs tu trouves que vous étiez prêts, pas prêts? Bref, comment on perçoit les EdTech maintenant au regard de tout ce qui a bouleversé notre monde sur les 2 dernières années? C'est une bonne question, hein. Sans doute, sans aucun doute, on peut affirmer, bien sûr, un peu pour tous, même je dirais que la pandémie a bouleversé notre rapport au numérique, hein. Je parle pas seulement ici du monde de l'éducation, il y a également le monde du travail. On pense au télétravail qui implique forcément de pouvoir se connecter à notre espace de travail depuis la maison, aux réunions qui ont lieu à distance et au mode hybride, hein, présentiel versus virtuel, qui me semble là pour demeurer, pour rester.
Au niveau de l'éducation, ben, l'impact est indéniable. Maintenant, à savoir si l'impact est positif ou négatif, j'ai envie de répondre que la réponse est nuancée, mais dans l'ensemble, bien sûr, on parle d'un impact positif, voire même d'une prise de conscience. Toutefois, on rencontre certains détracteurs dans le milieu qui s'appuient sur l'expérience de l'école à la maison pour décrier les usages du numérique. Hein. Je trouve ça un peu dommage et surtout vraiment réducteur du réel potentiel des technologies éducatives pour l'éducation. On a connu l'école à distance dans un contexte où l'instauration du modèle d'enseignement s'est fait de façon précipitée, en réponse à une situation de crise, sans qu'on puisse étudier les aspects pédagogiques, que ça puisse être posé au préalable. Hein. Donc, les parents dont je suis devaient en plus continuer à travailler tout en faisant l'école aux enfants, sans compter l'inquiétude liée à la pandémie proprement dite. Bref, l'expérience de l'école à distance, à mon sens, pourrait être optimisée dans un cadre où les contenus d'enseignement seraient adaptés au mode de diffusion de ceux-ci. Donc, on ne reproduit pas du magistral simplement connecté sur Zoom. Hein. On comprend qu'au niveau pédagogique, c'est peut-être pas la meilleure façon de procéder. Cela dit, la majorité des enseignants a dû s'adapter et par le fait même apprivoiser les usages du numérique avec leurs élèves. Bien sûr, il y a plusieurs enseignants pour qui le numérique était déjà présent dans les pratiques pédagogiques, mais il y en a plusieurs autres aussi qui ont découvert de nouvelles approches d'enseignement faisant appel au EdTech. À mon sens, c'est un excellent pas de franchi. Pareil, en France, hein, les freins culturels ont sauté pour la plupart pendant cette crise, et c'est vrai que ça a aussi mis en avant un constat que de nombreux enseignants en France n'étaient pas assez équipés pour pouvoir mettre en place un enseignement hybride avec des manques d'ordinateurs, des manques de connexion aussi parfois, et c'est vrai que ça a mis aussi en évidence tout ce qu'il fallait améliorer sur les prochaines années. Donc j'imagine que c'est la même chose chez toi. C'est la même chose, ouais, vraiment, même si on se croyait préparé, il manquait d'infrastructures, de matériel. Puis là, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits à ce niveau-là. Et nous, chez EdTech, on se croise les doigts, on prie pour que ces infrastructures-là puissent rester dans les familles des élèves, puissent rester dans le réseau, qu'elles ne se retrouvent pas justement à dormir dans des entrepôts. Hein. On pense que ça peut être innovant pour les familles. On parle souvent de fractures numériques, hein, les inégalités. On l'a vu aussi avec la pandémie, en allant à distance, il y avait des familles qui étaient très bien outillées. Il y en avait d'autres où c'était pas le cas. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant et important que le plus de familles possible aient accès à des infrastructures, là, peu importe les revenus de ces dernières. Complètement, et en plus, je trouve que toi, la force de ton réseau, c'est aussi la proximité que tu as, et tu m'expliquais quand on s'était appelé, avec certains établissements, avec certaines communautés enseignantes, et c'est vrai que ton thermomètre de la perception est peut-être meilleur que ce qu'on a nous, parce que tu travailles en fait directement sur le terrain avec certaines communautés enseignantes, et ça c'est hyper précieux pour pouvoir aussi favoriser le lien entrepreneur-enseignant et savoir en fait comment les gens se sentent en fait suite à cette situation. Tout à fait. Oui, c'est très important d'avoir le pouls du milieu, hein, c'est à eux qu'on s'adresse, donc tout à fait, c'est indispensable. Tu évoquais une étude tout à l'heure. D'ailleurs, je vous invite à aller donc sur le site de EdTech, EDTEQ, pour la regarder. C'est une étude très très riche, hein, un peu plus de 150 slides. Je l'ai lue en entier. Je vous invite à la lire en entier. Elle a été faite avec un cabinet qui s'appelle Aviseo, et elle est géniale. Elle est hyper détaillée, et surtout il y a toute une partie comparative avec le secteur aux États-Unis, en France. Donc j'avais passé quelques entretiens sur cette partie-là, sur la Suisse et sur l'Afrique aussi. Donc vraiment, pour moi, c'est la première étude aussi complète avec un panorama de pays aussi différent. Et du coup, on a la chance, Julie, de t'avoir sous la main. Donc tu vas pouvoir nous extraire quelques messages clés de manière très globale. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des spécificités liées au marché québécois de la EdTech? Et du coup, ce sont des Français qui t'écoutent, donc sois aussi précise que tu le souhaites, parce qu'on sait pas du tout comment ça s'organise chez vous. Donc, on est très preneur d'un petit récapitulatif des spécificités du marché, grâce notamment à cette étude. C'est super. Oui, merci de me donner l'occasion tout à fait d'en parler. Puis effectivement, s'il y a des acteurs en EdTech qui nous écoutent, je vous recommande d'aller jeter un œil si vous êtes intéressé par le marché nord-américain. Ça peut vous donner des belles pistes de développement, cette étude-là. Pour en revenir au secteur québécois, les acteurs en EdTech québécois, puis j'ai goût d'amorcer par cette précision-là, parce que je suis toujours fière de le dire, mais c'est le cas aussi, tu l'as nommé d'entrée de jeu au début de notre entretien. Les acteurs québécois possèdent vraiment des connaissances
compétences fines en pédagogie. Donc, bien sûr, à l'instar aussi de sans doute des joueurs français, plusieurs sont d'anciens enseignants qui ont décidé de créer des ressources en réponse à certains enjeux rencontrés dans le cadre de leur métier. C'est toujours une fierté pour moi de mentionner que nos membres sont d'abord et avant tout des passionnés d'éducation, qu'ils ont à cœur des pédagogies innovantes, la réussite. Ils font des ressources aussi que je dirais conçues sur mesure pour le milieu de l'enseignement, des outils qui viennent non pas remplacer les professionnels de l'éducation, mais les appuyer dans leur travail. Au final, ce sont les enseignants qui décident ou non de faire appel à une ressource éducative numérique dans un contexte donné. Puis ça, je pense que nos membres ont ça à l'esprit. Je pense aussi à des ressources qui peuvent littéralement modifier de façon positive le parcours scolaire des élèves, qu'on pense aux outils d'aide à l'apprentissage. J'ai moi-même, avant d'être chez EdTech, fait de la représentation dans une EdTech. J'étais au développement des affaires pour un logiciel de prédiction de mots qui faisait toute la différence chez les élèves 10, comme vous dites chez vous, les élèves dysorthographiques et dyslexiques. Donc, ça a modifié le parcours scolaire de plusieurs de ces élèves-là. Sans cette ressource-là, ça aurait été complètement différent, voire peut-être qu'ils n'auraient pas abouti à la diplomation. Je pense aussi à des jeux pédagogiques qu'on a au Québec sous forme d'expérience en réalité augmentée, à des outils de gestion de classe qui permettent aux élèves de coopérer, collaborer entre eux au sein d'un univers de jeux de quête. Je pense à des mondes imaginaires recréés en numérique afin de stimuler l'imagination et faire en sorte que les élèves écrivent leurs plus belles créations littéraires. Il y a aussi des outils qui permettent de prévoir à l'avance, à l'aide de l'intelligence artificielle, les risques probables d'échecs scolaires chez certains élèves et ici de répondre de façon précoce et mettre les ressources en place. Je pense à d'autres ressources aussi qui permettent une rétroaction immédiate à l'élève, libérant ici du temps au personnel enseignant. Et je pourrais poursuivre cette liste interminablement. D'ailleurs, j'en profite à nouveau pour inviter tes auditeurs à aller jeter un coup d'œil au edtech.ca. Il y a l'étude, bien sûr, mais il y a nos membres aussi à la section membres et il y a vraiment des entreprises extrêmement innovantes et inspirantes. Alors oui, allez jeter un œil, je vous en prie. Bref, au niveau des types de ressources, on remarque, selon l'étude, que la création de contenu puis la conception de solutions numériques, les applications, les logiciels, sont à l'avant-plan des activités des organisations EdTech du Québec. Les ressources sont bien sûr innovantes et à la fine pointe des nouvelles technologies. Vous allez me dire, évidemment, bien sûr, on est en EdTech, mais reste que Montréal est reconnu comme un hub en réalité augmentée et en intelligence artificielle. En fait, Montréal est même le 2e hub mondial en intelligence artificielle après San Francisco. On le sait. Je suis toujours fière de le dire. Mais il faut comprendre qu'il y a des grandes entreprises qui ont installé des laboratoires ici à Montréal. Je pense à Google, Samsung, Microsoft, IBM, Facebook, pour nommer que ceux-là. Donc, EdTech aussi collaborera prochainement d'ailleurs à un projet de recherche qui vise à étudier les enjeux éthiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les technologies éducatives. Hyper intéressant. C'est un débat qui est actuel en France et c'est génial de lancer la conversation. Je pense que c'est très nécessaire. Bravo. C'est très nécessaire, oui, parce que quand même, on veut bien baliser le tout pour éviter certains débordements qu'on voudrait pas. Ce projet va être mené par, je le nomme parce que j'étais vraiment heureuse qu'on puisse collaborer ensemble, par Simon Collin, entre autres, qui est professeur titulaire de la chaire de recherche, du Canada sur l'équité numérique en éducation. C'est une collaboration qui s'annonce riche entre nos membres qui conçoivent des ressources qui font appel à l'intelligence artificielle et bien sûr la recherche. Aussi, je pourrais ajouter que le Québec représente un système éducatif avant-gardiste et inspirant. C'est un système qui se veut bienveillant, démocratique, qui souhaite, dans la mesure du possible, évidemment, il y a toujours des enjeux sociaux et budgétaires, mais qui souhaite essayer de donner les chances égales à tous, à tous les élèves. Ça, c'est une remarque qu'on entend souvent de l'étranger qui font en sorte qu'ils ont envie de nous approcher, autant pour l'EdTech que pour être inspirés par nos pratiques pédagogiques. Au niveau de la clientèle des EdTech, nos membres desservent à proportion quasi égale les secteurs privés et publics. Les niveaux d'enseignement primaire et secondaire sont les plus visés par les concepteurs québécois, mais depuis la pandémie, on voit qu'il y a quand même de plus en plus de ressources qui sont déployées au niveau de l'enseignement supérieur. Pour nous, ça part le cégep et ensuite l'université, le cégep que vous n'avez pas en France, mais non. Qui pourrait peut-être l'équivalent du bac, mais entre guillemets, cela dit.
Le marché québécois est compliqué. Ce que je vais vous dire ne vous étonnera pas. J'ai fait du développement des affaires en France, alors je comprends un peu aussi votre marché. Un enjeu important, c'est le manque de visibilité des EdTech et la résistance aussi qu'on observe encore dans les milieux éducatifs. Ce sont des freins importants à la croissance du secteur, bien que la récente pandémie a contribué, comme on le disait un petit peu plus auparavant, à changer les perceptions et les comportements. Cela dit, il reste un important travail de concertation à faire, travailler en collaboration avec tous les milieux, les instances gouvernementales en vue de favoriser l'achat des ressources québécoises par les écoles québécoises, entre autres. On est en compétition avec les géants du web. Souvent, les budgets serrés des écoles, les budgets limités, font en sorte que les enseignants se tournent vers des ressources qui semblent plus facilement accessibles, mais qui sont pas nécessairement mieux adaptées à la réalité francophone, entre autres, à la réalité culturelle et au programme du ministère de l'Éducation. Donc, qui de mieux que des concepteurs d'ici pour offrir des ressources sur mesure à nos élèves. C'est génial, merci Julie pour ce tour d'horizon du marché aussi détaillé et je vous invite vraiment à aller voir l'étude parce que Julie n'a donné que 10% de tout ce qu'il y a sur cette partie. C'est passionnant et tu t'en as pas parlé mais peut-être que tu as un avis là-dessus. Est-ce que l'exportation vers les États-Unis et vers la France sont des pistes de développement qui sont intéressantes pour tes entreprises, oui ou non, ou tu vois c'est pour savoir aussi comment tes entreprises envisagent leur croissance et aussi d'ailleurs au-delà de l'export, quelles seraient pour toi les pistes de développement de manière générale pour soutenir cet écosystème parce que en France c'est vrai que ce sont des entreprises qui sont relativement jeunes avec un marché relativement fragmenté et je pense que tu as les mêmes problématiques de consolidation donc si jamais vous aviez dégagé des pistes, des idées ou des choses que tu souhaites nous partager pour soutenir justement la croissance de ton bel écosystème. Oui, c'est une bonne question. Effectivement, en fait, les marchés d'exportation, nous, d'abord, il faut comprendre quand l'exportation au Québec, c'est dès qu'on vend à l'extérieur du Québec, c'est considéré comme de l'exportation. Fait que à l'heure actuelle, le reste du Canada arrive en premier lieu. Si je parle d'exportation, si je débute avec ça, dès qu'on pour 80% de nos membres qui exportent, le Canada constitue le premier marché. Faut comprendre aussi qu'il y a des centres de services, des districts scolaires, en fait, des conseils scolaires, pardon, je cherchais la terminologie, des conseils scolaires francophones dans le reste du Canada, mais il y a plusieurs de nos ressources, évidemment, qui sont bilingues. Tout juste après, vient l'Europe avec 58% d'exportation et en troisième place, les États-Unis, nos voisins directs avec 44% d'exportation. C'est super intéressant. Donc, l'Europe passe devant les États-Unis. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Devant les États-Unis. Puis oui, c'est très intéressant. Puis même moi, quand j'étais en développement des affaires, c'était notre deuxième marché après le Canada. Tout à fait, exactement comme ces chiffres-là. Une des raisons qui explique les données, c'est le fait francophone. Les solutions de part et d'autre de l'Atlantique sont conçues dans un français parfait, irréprochable. Puis quand on s'adresse au milieu éducatif, c'est une caractéristique qui a toute son importance. On n'est pas parfait pour les élèves, on est à l'école après tout. Il y a plusieurs similitudes aussi entre la filière EdTech française et la filière québécoise. Comme tu l'as nommé, c'est un marché qui est très segmenté. Plusieurs startups et d'entreprises de petite taille. Toutefois, au Québec, il y a une forte proportion de nos organisations qui se spécialisent, c'est ça, comme je l'ai dit, dans la création de contenu, conception de solutions numériques. J'ai cru voir, mais tu pourras me corriger si je me trompe, qu'en France, il y avait une grande progression actuellement au niveau des solutions qui touchent la formation continue. Ouais, tu as tout à fait raison. Nous, en fait, au sein d'EdTech France, c'est vrai que j'aurais pu te poser la question au début parce que c'est évident pour moi, mais au sein d'EdTech France, nous, on a les 3 segments de marché de la EdTech. Si tu veux, la formation initiale, donc tout ce qui touche au scolaire, au périscolaire, au parascolaire, tout ce qui va toucher l'enseignement supérieur, public et privé, et tout ce qui concerne la formation professionnelle, à la fois la formation au sein des entreprises, mais aussi la formation de personnes individuelles qui cherchent à monter en compétences de leur côté. Et c'est vrai que toi, du coup, au sein de EdTech avec un Q, tu as un très fort positionnement sur le marché scolaire, mais après, ça ne m'étonnerait pas que tu aies de plus en plus de membres qui viennent du supérieur et de la formation continue, parce que nous, c'est ce qu'on a vu post-Covid, la formation professionnelle avec la transformation des entreprises, avec aussi quelque chose qui s'appelle donc le CPF, qui est de l'argent public
public pour que les citoyens français se forment. Il y a un essor énorme en fait sur ça, sur l'entreprise apprenante, sur comment est-ce qu'on forme au métier de demain, comment est-ce qu'on fait en sorte que les personnes qui vont exercer 14 métiers différents au cours de leur vie, elles aient les compétences numériques pour ne pas créer une barrière entre deux types de citoyens français. Donc c'est vrai qu'il y a un poids de plus en plus fort sur la formation post-bac, et on a aussi toutes les business schools et les universités qui se numérisent, qui s'appuient sur des outils EdTech à la fois administratifs et pédagogiques, et du coup maintenant on a vraiment une répartition équitable entre les 3 segments de marché, avec la formation professionnelle un tout petit peu plus en amont. Donc c'est vrai que toi, c'est quand même une grande majorité de membres scolaires et périscolaires, parascolaires, mais d'ailleurs, est-ce que dans ta perception, tu sens qu'il y a d'autres membres qui arrivent plutôt du supérieur et de la formation continue? Oui, tout à fait. Je reprendrai pas ce que tu viens de dire, mais c'est exactement des enjeux similaires aussi au Québec. L'intention aussi d'offrir des spécialisations aux professionnels, quels qu'ils soient. Le fait aussi que la pandémie nous a montré qu'on pouvait faire bien aussi avec l'enseignement à distance. Donc effectivement, il y a un accroissement de tout ce qui est formation continue. Puis je pense entre autres à certaines de nos EdTech qui offrent des environnements, qui recréent des environnements de formation en réalité virtuelle. Donc ça aussi, c'est des technologies à venir avec lesquelles on va fonctionner éventuellement. Donc, ça ne sera pas de suivre simplement une version théorique, mais on va pouvoir se plonger intégralement dans l'environnement de formation. Donc, ça, c'est vraiment génial, et il y a déjà des gens qui l'offrent là, si je pense à nos membres. Tout à fait. J'avais envie d'ajouter aussi qu'au niveau de la pénétration des marchés, on a des enjeux similaires. Manque de visibilité des ressources auprès de la communauté éducative. Comme je le disais, pour avoir fait du développement des affaires en France il y a environ 3 ans, je me suis heurtée à des enjeux similaires qu'on retrouve ici, des budgets serrés, la difficulté d'atteindre les décideurs. Des fois, chez nous, les acheteurs ne sont pas les utilisateurs des technologies. Donc, c'est des difficultés. Mais je dois dire qu'on a des ressources en place pour nous aider. Actuellement, je collabore avec Business France, que tu connais bien, autant pour aider les entreprises françaises à venir explorer le marché nord-américain. Puis je pense qu'à ce titre-là, le Québec est une excellente porte d'entrée pour ce faire. Déjà, on a la langue, c'est un marché qui est peut-être plus petit, moins disparate qu'aux États-Unis, donc ça peut nous donner un bel aperçu. Alors, c'est très dynamique. En ce moment, au niveau de l'EdTech, je rencontre des entreprises françaises aussi, je dois le dire, de temps à autre, et ça s'est accéléré dans les dernières semaines. Business France aussi, il faut dire qu'ils accompagnent également les acteurs de l'EdTech québécois qui souhaitent ouvrir une filiale en France. Au Québec aussi, il y a plusieurs ressources, puis c'est important de faire des recherches puis de savoir que ces ressources-là existent. Je pense entre autres la première porte d'entrée à laquelle on peut aller cogner s'il y a des entreprises EdTech françaises qui souhaitent venir tenter le marché ici. Investissement Québec International qui peuvent vous référer à certaines ressources, et même vous pouvez avoir du financement de l'aide là, avec certains paramètres, bien entendu. Voilà. En gros, oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal, ça fait beaucoup de pistes, et t'as tout à fait raison. Nous, on est partenaire de Business France, qui nous finance des VIE et qui organise des missions pour nos membres. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs au sein du réseau qui me demandent si je connais des gens au Québec. Donc, tu vas potentiellement te faire contacter par d'autres entreprises à venir. De mémoire, tu rencontres d'ailleurs demain une OY que j'ai croisé la semaine dernière et qui m'a dit qu'il te rencontrait. Donc t'inquiète pas. C'est vrai que les liens entre le Québec et la France ne font que s'accélérer. Oui, voilà, je sais tout. Oui, voilà. Tout à fait de rencontrer des gens de la France, effectivement, qui ont un intérêt à venir s'établir ici. Tout à fait. Oui. Et du coup, pour rentrer un peu plus dans l'environnement québécois, en nous basant sur le fait que tu as enseigné aussi, donc tu connais bien le système éducatif qui, tu l'as dit au début, cherche à être bienveillant, et je pense que c'est le plus important pour une école aujourd'hui, c'est de diffuser cette valeur. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu comment tu imagines une école primaire au Québec en 2030. Si tu veux pas décrire l'école primaire et que tu préfères décrire un collège, tu peux, c'est vraiment au choix. Mais nous dire un petit peu comment tu le visualises avec justement cette place des EdTech. Donc 2030, c'est dans moins de 10 ans, c'est dans pas si longtemps. Comment tu visualises l'établissement et ce qui s'y passe?
C'est une belle question. Oui, je suis contente de pouvoir répondre à ça. En fait, je me suis inspirée d'initiatives qu'on voit actuellement poindre de notre côté. J'avais dû vous en parler. D'abord, on l'a nommé, je dirais qu'une école qui pourrait être efficace, c'est une école où les enfants se sentent bien et ont envie d'apprendre. Dans un monde idéal, c'est ce qu'on voit, entre autres, je pense au projet Lab École, qui est un projet ici qui a vu le jour, je pense, ou qui est en voie de l'être, mais en tout cas, qui était très inspirant là dans les faits. C'était une architecture qui était pensée pour favoriser la créativité et le bien-être, donc beaucoup de lumière, des grands espaces, des endroits collaboratifs. À plus petit niveau, on remarque au Québec, depuis quelques années, l'aménagement des classes dites flexibles. Donc, c'est des classes qui sont décrites comme un espace scolaire convivial, ouvert et confortable. D'ailleurs, j'ai une de mes filles qui en a fait l'expérience. La disposition physique est un aménagement souple qui permet aux élèves d'avoir à leur disposition plusieurs types de mobilier différents, différentes hauteurs. Donc, on peut s'asseoir sur des coussins dans un coin, on peut aller à des tabourets juchés. Donc, on casse un peu le modèle de pupitre là, comme on l'a connu. De cette façon, les élèves ont la liberté de choisir le matériel avec lesquels ils veulent travailler, qui saura répondre à leurs besoins. J'ai envie de peut-être faire du pouce sur l'histoire des classes flexibles, puis voir si on pourrait pas faire des aménagements semblables aussi pour les EdTech. Je pense à nouveau à un laboratoire scolaire avec qui j'ai discuté. Puis ils souhaitent tout reconvertir leur laboratoire suite justement à une rencontre qu'ils ont fait avec des acteurs finlandais. La Finlande, on sait que c'est très, très innovant leur façon de faire. L'idée, c'est d'avoir un laboratoire avec différentes stations, peut-être 4 ou 5 stations, avec du matériel informatique, avec des ressources, des logiciels. Et là, les élèves peuvent travailler en rotation dans ces différentes stations-là et s'approprier de façon autonome. Bien sûr, il y a un encadrement, mais je parle quand même d'une école primaire, de façon autonome, le matériel, les ressources pour découvrir, apprendre et voir ce avec quoi ils sont à l'aise et quel genre de projet ils peuvent faire avec ces ressources-là. Donc ça, je trouve ça extrêmement stimulant. Alors oui, une classe du futur, ça pourrait être une classe qui fait appel à ces items-là qui donnent envie aux élèves d'être créatifs et imaginatifs, là, tout en apprenant bien évidemment. Ouais, c'est super. Et ce que tu décris, cette ouverture et la liberté d'aller vers tel ou tel outil numérique, ça résout aussi le problème de la parité, tu sais, du rapport fille-garçon au numérique, où comme on l'encourage pas forcément assez tôt, il y a des biais de genre qui se construisent. Et c'est vrai que en France, peut-être qu'au Québec c'est moins le cas, mais nous on a de moins en moins de filles, le chiffre est en baisse, qui s'orientent vers des filières techniques et numériques, alors que pourtant la sensibilisation est assez forte au sein de la société. Donc c'est vrai que c'est paradoxal, et un des moyens de résoudre le problème, c'est dès l'école primaire de mettre les outils numériques dans les mains de toutes les petites filles et de tous les petits garçons, en leur expliquant que ce n'est pas lié au genre leur utilisation de tel ou tel outil. Mais c'est vrai que nous c'est un vrai sujet. Est-ce que toi au Québec tu ressens ce sujet de la parité encore aujourd'hui de manière très forte? C'est quelque chose que vous adressez? Tout à fait. Je dois dire quand même, chez EdTech, je suis fière de le mentionner, on a 20% d'entrepreneurs qui sont membres chez EdTech, donc d'entrepreneurs féminines. Alors ça, on met ça de l'avant. Il y a plusieurs programmes, plusieurs initiatives qui sont déployées pour favoriser l'accès au numérique chez les jeunes filles, des programmes qui permettent d'apprendre la programmation, des secteurs, comme tu l'as nommé, qui peut avoir un peu une tendance plus vers les garçons, mais on essaie de mettre beaucoup de programmes en place pour vraiment ouvrir. Puis récemment, je sais pas si de votre côté de l'Atlantique, vous en avez entendu parler, mais je fais une petite parenthèse, mais j'ai le goût d'en parler. Il y a une ingénieure québécoise féminine qui travaille à la NASA, qui a travaillé à faire poser Persévérance sur Mars. Puis là, elle a fait récemment une tournée média pour aller justement encourager les filles, donner un modèle. Regardez, je suis une femme, je suis ingénieure, je travaille à la NASA. Puis ça, je trouve que oui, on n'est pas dans les EdTech, mais il reste que c'est des domaines où il y a quand même un peu moins de femmes, et ça prend des personnalités comme celle-là pour vraiment ouvrir la porte et inspirer les jeunes filles là, à se plonger dans la technologie elles aussi. Je pense que c'est difficile à dire, j'ai pas les chiffres devant moi, je pourrais pas faire de comparatif avec la France, mais je sais qu'il y a quand même une très belle ouverture là, pour donner le plus de place possible aux jeunes filles et aux femmes là, dans des domaines qui étaient traditionnellement un peu plus réservés aux garçons.
C'est génial. Nous aussi en France ça s'accélère, mais beaucoup via le biais de réseaux associatifs ou de programmes de mentorat aussi. Tu évoquais l'ingénieur de la NASA, et c'est vrai qu'on sait que les rôles modèles et les binômes, notamment professionnels, fonctionnent très bien en fait pour justement ouvrir les possibles des jeunes filles. Donc j'en ai entendu parler, j'avais même vu sur LinkedIn d'ailleurs cette actualité québécoise. De manière plus générale, Julie, pour revenir un petit peu sur les pistes du futur évoquées par l'étude, comment est-ce que tu vois les prochaines années pour l'écosystème EdTech québécois, sachant qu'on a plusieurs tendances sociales qui sont en faveur de nos écosystèmes respectifs, l'essor des livres audio, la popularité entre guillemets des jeux vidéo, la crainte des écrans qui est peut-être moins forte qu'avant parce que les parents ont compris que ça pouvait aussi être à but éducatif, le fait que on prône l'enseignement personnalisé, qu'on cherche à rendre l'expérience d'apprentissage la meilleure pour tous les jeunes. Donc ce sont des petites tendances qui normalement sont favorables pour nos écosystèmes. Donc je voulais avoir ton opinion, même si je sais que tu es quelqu'un d'optimiste, donc tu vas forcément me faire une réponse relativement optimiste, mais voilà, comment tu vois les prochaines années pour la EdTech au Québec? Au Québec, puis même de façon mondiale, on le sait que les prochaines années, il va y avoir une grande effervescence dans l'investissement. Oui, il y a des investissements dans l'éducation, bien sûr, mais la proportion d'investissement en éducation qui va être alloué au EdTech va augmenter de façon significative, bien sûr. Je crois que l'avenir est prometteur, effectivement. Je vois souvent le verre à moitié plein plutôt que celui à moitié vide, mais c'est comme ça que si on veut avancer, il faut essayer d'être le plus positif possible. Mais oui, reste que l'avenir est prometteur avec des qualités, les qualités technologiques et pédagogiques élevées des ressources éducatives numériques québécoises. Sincèrement, je suis persuadée que la filière EdTech du Québec est vouée à une belle croissance dans les années à venir. Qu'on pense, comme tu l'as nommé, à certains enjeux actuels auxquels les EdTech peuvent répondre, apporter des solutions, notamment la motivation scolaire, avec, comme tu le précises, la ludification des procédés d'apprentissage. Il y a la pénurie de main-d'œuvre, je ne sais pas ce que ça dit en France, mais nous, on est déjà dans une pénurie de personnel enseignant et ça ne va que s'accroître dans les prochaines années. Alors ça va devenir un enjeu majeur. À nouveau, je ne dis pas ici, je vais être très claire, que les EdTech peuvent remplacer les enseignants les enseignants, au contraire, pas du tout, mais ils peuvent venir quand même dégager du temps aux enseignants en offrant des exercices, la correction, donc des différents outils qui vont libérer un peu les enseignants pour qu'ils puissent se consacrer directement aux élèves. Je pense au décrochage scolaire, on a parlé tout à l'heure que de la présence des filles, nous on remarque au Québec le décrochage scolaire est vraiment plus accentué chez les garçons. Alors tout ce qui est ludification, gamification, le jeu vidéo, mais pour transmettre des contenus éducatifs, c'est un facteur de motivation important pour raccrocher nos garçons pour qu'ils aient envie de faire poursuivre leur parcours scolaire à tout le moins jusqu'à la diplomation. Cependant, cela dit, il est impératif que tous les acteurs du milieu travaillent en concertation en vue d'accroître la visibilité des ressources de l'EdTech auprès de nos utilisateurs de l'éducation. Comme mentionné, dans le fond, on peut avoir en main des données fiables et concrètes sur l'impact. Ah oui, j'ai pas parlé de ça tout à l'heure. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je remarque encore à nouveau le modèle scandinave. Je fais une petite parenthèse là-dessus, qui est un beau modèle d'intégration assez réussi. Puis ce qu'on remarque de leur côté, puis je me penche beaucoup là-dessus en ce moment, je fais plusieurs recherches. Il faut impérativement tester les ressources en classe auprès des enseignants. Pourquoi? Puis ça, quand je dis auprès des enseignants, c'est avec les EdTech, mais j'ajouterais même avec le pendant de la recherche aussi. Pourquoi? Pour qu'on ait des données fiables sur l'impact de ces ressources-là. Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que ça stimule l'apprentissage? Est-ce que ça répond aux besoins? On se rend compte à l'heure actuelle, et j'avais lu ça, c'est une statistique de la Banque mondiale, qu'il y a plusieurs écoles, systèmes scolaires à travers le monde qui achètent des EdTech en se croisant un peu les doigts, en se disant ça devrait être correct, comme sur la bonne foi. Alors, si on accroît plutôt les bancs d'essai, on va pouvoir avoir des données concrètes et fiables pour prendre des décisions. Ça, c'est une piste de développement qui est importante, comme je disais, sur laquelle je regarde attentivement comment on pourrait déployer ça chez nous. Donc, oui, accroître les bancs d'essai dans les écoles pour que les enseignants aussi aient leur mot à dire, puissent se familiariser avec les ressources et par le fait même, les élèves aussi. Comme je disais,
concerter les acteurs du milieu, les chercheurs universitaires, ça aussi c'est indéniable si on veut vraiment pouvoir faire une intégration réussie des technologies éducatives là, à l'école, puis que ça atteigne les objectifs qu'on souhaite, à nouveau faciliter l'apprentissage, la réussite éducative, puis innover au niveau pédagogique. Et ce que tu dis sur justement la nécessité de faire tester les ressources par les enseignants, ça c'est absolument capital, et aussi la capacité des entreprises à mettre en place des mesures d'impact, comment elles arrivent à mettre en place des études, des questionnaires pour pouvoir comprendre en fait là où leurs ressources fonctionnent et là où il faut améliorer les choses. Et c'est vrai que ça paraît évident comme ça de conduire une mesure d'impact, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises qui ont besoin d'être accompagnés, et c'est tout aussi important que de tester le produit avec des enseignants. C'est vraiment ce qui nous garantit, comme tu dis, une utilisation raisonnée et au service de l'éducation pour de vrai, en fait, pas juste dans les mots. Et je valide tout ce que tu dis. Je suis extrêmement d'accord avec toi. Et surtout, on est qu'au tout début de ce que va pouvoir apporter l'intelligence artificielle. Et c'est hyper important d'avoir des bases saines, solides, et de bonne entente entre le public et le privé pour que justement quand la technologie continuera à progresser, qu'on soit dans un rapport sain et qui fonctionne. En fait, je sais pas si tu as cette perception aussi de ton côté. Oui, tout à fait. J'espère que ça n'a pas coupé. J'ai eu quelques petites coupures. J'espère que tout va bien fonctionner d'ici. Tout va bien, Julie. T'inquiète pas. Très bien, très bien. Oui, j'ai eu des petites coupures, mais effectivement, pour reprendre un peu ce que tu disais, oui, il faut pouvoir, en tout cas de mon côté, je sais que j'ai l'air de répéter un peu la même chanson, mais je pense que c'est important vraiment travailler directement avec les enseignants pour qu'ils puissent aussi voir ce que ça donne de leur côté, les former aussi, puis qu'ils puissent aussi offrir une rétroaction à nos entreprises EdTech sur leur réalité quotidienne. Comment ça se passe dans la classe? Est-ce que la ressource répond bien? Est-ce qu'il y a des modifications à faire? Fait que ça aussi, c'est un autre aspect, je pense, que des bancs d'essai qui peut faire en sorte que de part et d'autre, tout le monde est gagnant là au niveau de la qualité des ressources. T'as tout à fait raison. J'ai une dernière question pour toi, Julie, parce que on a la chance de faire le même travail toutes les deux, de l'autre côté de l'Atlantique pour toi. Il y a beaucoup de similarités entre ce que tu fais et ce que je fais au quotidien. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu préfères dans ce travail, et si d'ailleurs tu es capable de le dire, peut-être à plusieurs choses que tu préfères, mais du coup voilà, qu'est-ce que tu préfères dans le fait d'être directrice de EdTech au Québec? Ah oui, il y a plusieurs choses que je pourrais dire. Je dirais que c'est un emploi extrêmement intéressant à plusieurs niveaux. Mais je ne peux pas m'empêcher de revenir à mes membres à nouveau. J'ai eu un coup de cœur pour eux. Ce sont des gens inspirants. Ce sont des gens qui ont à cœur l'éducation. Dans certains cas, c'est presque une vocation sociale. Des entrepreneurs courageux aussi, on a nommé tout à l'heure. C'est des marchés fragmentés. C'est pas toujours facile. Donc, on est dans des secteurs de marché qui font appel aux technologies, mais avec des budgets serrés, alors que certains de ces entrepreneurs-là auraient pu se diriger dans d'autres secteurs technologiques ou peut-être que, je veux pas dire plus facile, il n'y a rien de facile quand on est en affaires, mais qui pourrait être moins complexe. Donc, ils sont vraiment là par vocation, par cœur. Les membres EdTech aussi, mon équipe, on pense sans fausse modestie que dans une certaine mesure, on c'est ce qu'on souhaite à tout le moins, qu'on accompagne, on participe à accompagner l'éducation dans l'inévitable virage numérique de nos sociétés. Et ça, c'est important, c'est pas juste non plus d'offrir des technologies, mais c'est d'offrir des ressources, l'accompagnement rapidement. Tantôt, tu as parlé du temps d'écran. Chez EdTech, on va offrir une conférence à ce sujet-là le 1er décembre. Je vais vous dire, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. D'ailleurs, si vous nous suivez sur nos médias, je vous invite à venir vous joindre à nous si ça vous intéresse. Ça risque d'être très intéressant. Puis on souhaite dans le fond accompagner les enseignants à l'éducation, puis par-dessus tout, on souhaite le faire de façon bienveillante à nouveau et en ayant en tête une utilisation judicieuse des technologies pour les élèves en fait, et j'ajouterais même pour nos enfants, moi qui suis une maman de 2 élèves. Alors, ce que je préfère, c'est vraiment cet écosystème-là dans lequel je baigne et d'être inspirée par eux quotidiennement. Oui, je serais avec ça. Ouais, c'est génial et tu as raison, c'est un privilège de travailler avec des gens qui changent le monde, que ça soit des enseignants, des entrepreneurs, des formateurs, des présidents d'établissements et des gens comme toi aussi, Julie. Donc c'était un plaisir de t'avoir au micro. Merci pour ton énergie, ta bienveillance et tout ce que tu mets en place de l'autre côté de l'océan. Et je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui
qui viennent au Canada justement voir ce que vous faites, voir les technologies, voir les écoles, voir les universités. Donc vous êtes vraiment un territoire d'inspiration pour nous et j'espère aussi que la France peut l'être pour tes entrepreneurs, pour tes membres. Donc merci beaucoup Julie, c'était un plaisir et j'espère pouvoir un jour venir te voir en vrai et si jamais tu as des membres qui écoutent cet épisode et qui veulent nous rencontrer chez EdTech France, avec grand plaisir à Paris. Donc merci encore Julie, c'était super de parler avec toi. Merci infiniment de m'avoir donné cette opportunité-là ce matin chez moi ici. C'est très apprécié. Puis oui, avec grand plaisir, tu es la bienvenue quand tu veux et ça me ferait plaisir moi aussi d'avoir l'occasion d'aller te visiter sur Paris là, éventuellement. Super, merci Julie. Merci à tous. Au revoir. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et dans nos rooms sur Clubhouse. Ce podcast vous est proposé par Maxime Maton et l'agence tech et créative Matoons.